Le salaire est la contrepartie de travail fourni par le salarié et la question de rémunération se situe par nature au centre de débat dans la gestion de la ressource humaine, et ce afin d'optimiser la masse salariale et garantir le droit de ces travailleurs. Avec nous aujourd'hui, M. Abdelhak Zaim, General Manager du cabinet GMS. Monsieur Zaim, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Zaim, cette année a été marquée par de nombreuses entreprises qui malheureusement ont mis en place des actions de chômage technique ou de compression d'effectifs. En contrepartie de ces actions, les employés ont eu droit à une indemnisation. Quel est le traitement accordé à ce type d'indemnisation, aussi bien sur la partie chômage technique que compression d'effectifs? Je commence tout de suite à séparer entre le chômage technique et la compression d'effectifs. C'est deux régimes juridiques séparés. Tout de suite, le chômage technique n'est pas réglementé par la loi. Il faudra le comprendre tout de suite. C'est des dispositions prises en interne au sein des entreprises. En général, c'est fait par accord collectif ou convention collective, mais rien n'interdit le recours au chômage technique, mais individuel. Si on indemnise, c'est clair que le salarié a un revenu. Est-ce que ce revenu est soumis à cotisation sociale? Ma réponse tout de suite est non, parce que ce n'est pas un revenu lié au travail, c'est un revenu lié à une indemnisation spécifique. Est-ce que c'est un revenu soumis à impôt? Oui, parce que la loi ne l'a pas exclu. Donc, non soumis à cotisation sociale, par contre soumis à IRG. Deuxième volet de votre question, c'est la compression d'effectifs et toutes les indemnités liées à la compression d'effectifs. Là, on peut avoir plusieurs indemnisations. La loi prévoit tout de suite le minimum d'indemnisation qui est de 3 mois de salaire. Le salaire de référence, c'est la moyenne des 12 derniers mois soumis à cotisation sociale qui précède l'acte de licenciement économique. La loi est très claire là-dessus. C'est un revenu soumis à cotisation sociale. Il y a un décret législatif de 1995 qui le prévoit clairement. Donc l'indemnité de licenciement économique est soumise à cotisation sociale. Est-ce qu'elle est imposable? Non, la loi est très claire. Les indemnités de licenciement ne sont pas imposables. Maintenant, si l'employeur ajoute autre chose, c'est clair qu'on peut entrer dans une zone d'interprétation. L'exemple type, il y a des entreprises qui n'accordent pas des indemnités de licenciement économique, mais ils accordent des indemnités de départ volontaire. Donc, ce n'est pas un licenciement économique en lui-même, c'est un substitut, donc c'est un moyen d'évitement du licenciement économique. Donc, si on octroie des indemnités de départ volontaire, le régime juridique est très clair aussi. Ce n'est pas un élément de salaire, ce n'est pas un revenu soumis à cotisation sociale, car c'est un revenu exceptionnel, c'est-à-dire versé une seule fois dans la carrière de l'intéressé. Est-ce qu'il est soumis à impôt? Oui, il est soumis à IRG. À quel taux? Ou est-ce que c'est le barème ou est-ce que c'est le taux? Puisque c'est un élément non mensuel, il est soumis au taux, qui est actuellement de 10%. Voilà. Merci beaucoup. Autre point, beaucoup d'entreprises font appel à des consultants externes qui viennent intervenir pour quelques jours au niveau de l'entreprise et beaucoup se posent la question sur la rémunération de ces consultants. Alors, est-ce que cette rémunération également est imposable et cotisable? Qu'avez-vous à nous répondre, s'il vous plaît? Tout de suite, je sépare deux régimes de consultants. Il y a les consultants qui ont une facturation, c'est-à-dire c'est soit des consultants qui sont déjà commerçants ou professions libérales qui ont un article d'imposition. Ceux-là, ils sont sur le régime de la facturation standard. On ne parle pas de rémunération, on parle de prestation de services. Maintenant, la deuxième catégorie des consultants, c'est ceux qui interviennent de manière libre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un statut fiscal. C'est des particuliers qui interviennent pour le compte de l'entreprise. C'est autorisé, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Est-ce que c'est soumis à cotisation sociale? Notre lecture de la loi et la pratique de la CNAS va dire oui, c'est soumis à cotisation sociale parce que c'est un revenu. La cotisation sociale n'est pas liée au salariat uniquement. La loi est très large. Quand je dis la loi, c'est le décret, c'est plutôt la loi 83-14 qui écrit clairement c'est un revenu. C'est l'article 8 qui dit que c'est un revenu. Puisque c'est un revenu, il est soumis à cotisation sociale. Est-ce qu'il est imposable? Oui, le code fiscal le prévoit clairement. C'est un élément de revenu imposable. Maintenant, on a deux taux d'imposition. On a un taux à 10% et on a un taux de 15%. À défaut, on applique le 15, on n'applique pas le 10. Le 10, il est réservé pour les travaux d'enseignement. Donc, on applique techniquement le taux de 15%. Donc, je récapitule, c'est soumis à cotisation sociale et bien sûr imposable à 15%. Merci beaucoup, M. Zaim, on y voit plus clair. Autre question, c'est justement la rémunération, un point de la rémunération concernant les frais de mission.
Beaucoup d'entreprises également nous sollicitent et nous posent la question, est-ce que le remboursement de ces frais doit être mentionné premièrement sur le bulletin de paye? Deuxièmement, quel est également le traitement à appliquer? Est-ce que c'est soumis à cotisation? Ce n'est pas soumis à cotisation? Et côté IRG, est-ce que c'est le barème ou est-ce que c'est un pourcentage? Tout de suite, les revenus liés aux indemnités de mission, c'est clair, on est dans un régime de remboursement de frais. Comme c'est un remboursement de frais, il n'a pas à apparaître sur un bulletin de paie. Le bulletin de paie retrace les éléments liés au travail. C'est un élément qui est un remboursement de frais. Maintenant, beaucoup d'entreprises ont un barème, presque un tableau clair, qui dit que pour tel jour de déplacement, vous avez tel montant et forfaitaire. Donc, si on a des éléments forfaitaires, est-ce qu'on est sur le remboursement de frais? Là, c'est plus un souci fiscal. Côté CNAS, c'est clair que ce n'est pas soumis à cotisation CNAS, c'est clairement une exoration ou clairement une exclusion de la loi. Néanmoins, on doit être réellement dans des éléments de remboursement de frais, ça veut dire que ça doit être réellement une mission. Gare à l'abus, gare à ce que ce revenu soit récurrent. S'il est récurrent et s'il apparaît sur un bulletin de paie, la CNAS pourra dire, il pourra requalifier cet élément de revenu comme salaire, alors on a le droit, si ça apparaît sur un bulletin de paie. Donc je récapitule. Les frais de mission n'ont pas à apparaître sur un bulletin de paie. Maintenant, est-ce que c'est imposable? Clairement, le code fiscal dit non, ce n'est pas imposable. Mais attention à la qualification liée à un redressement fiscal. Le fisc pourra reconsidérer sa position. Parce que, quelquefois, ce n'est pas réellement un remboursement de frais, c'est réellement un élément de revenu. Je peux citer certains métiers qui sont réellement soumis, délégués médicaux par exemple, les chauffeurs routiers. Ils ont des frais, mais réellement, ce n'est pas des frais. C'est clairement un élément de salaire. Donc le fisc pourra requalifier ce versement en salaire. Maintenant, on a une troisième catégorie, c'est les dirigeants d'entreprise. S'ils perçoivent des frais de mission, clairement, c'est un élément imposable. L'article 67 du Code des impôts est très clair. C'est un élément imposable. Qui est dirigeant d'entreprise a clairement à définir qui est dirigeant, c'est-à-dire c'est le premier responsable de l'entreprise et les cadres dirigeants qui le suivent. Mais ce n'est pas tellement mon interprétation qui compte, c'est l'interprétation de celui qui vous contrôle. Il pourra dire qu'il pourra élargir cette liste à l'ensemble des cadres dirigeants, des N-1, N-2, voire N-3 de l'entreprise. Il pourra dire que c'est des dirigeants d'entreprise. Donc attention au traitement comptable. Si vous faites passer les indemnités de mission sur paie, vous avez un risque, autant pour la CNAS et autant pour le fisc. Si vous le sortez du bulletin de paie, vous pouvez avoir un souci purement fiscal si ce n'est pas des remboursements de frais réels. Voilà. Merci beaucoup. Revenons aux administrateurs des sociétés. Lors des réunions du conseil d'administration, les administrateurs perçoivent des jetons de présence, ou du moins on appelle ça des jetons de présence. Quel est le traitement applicable à ce type de rémunération, si je peux dire? Côté fiscal, c'est réglé, c'est une imposition. Puisque c'est un revenu, c'est une imposition à 15%. Ce n'est pas un élément de revenu régulier. Les conseils d'administration ne se font pas tous les jours. En général, on a 4, 5, 6 conseils d'administration par an. Donc, ce n'est pas un élément de revenu qui est régulier. Donc, c'est un élément qui est soumis à 15%. Maintenant, est-ce que la CNAS a le droit de requalifier les jetons de présence en revenu cotisable? La réponse est oui. Alors, on a le droit. Parce que l'administrateur, même si c'est quelqu'un qui est propriétaire d'action ou représentant de quelqu'un qui est propriétaire d'action, s'il s'agit d'une personne morale, il fait quand même une activité. C'est une activité. Le code de commerce jette un petit peu le trouble en mentionnant rémunération des membres du conseil d'administration. Donc c'est possible que la CNAS redresse. Il y a réellement un souci. C'est possible que la CNAS redresse les jetons de présence. Parfait, merci beaucoup. Revenons également sur un sujet qui malheureusement fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit de la taxe de formation. Beaucoup se posent la question sur l'assiette de calcul de cette taxe. Est-ce qu'elle est prise sur la masse salariale brute, sur le compte 63, en incluant le 635? Quelle est votre réponse, s'il vous plaît? Mon avis est assez tranché, même s'il n'est pas partagé par la communauté. L'assiette de calcul de la taxe de formation et la taxe d'apprentissage, c'est le salaire imposable. On a un décret qui date de 1998 qui fait référence au versement forfaitaire. Et à l'époque, le versement forfaitaire, c'était le salaire imposable. C'était une taxe sur le salaire imposable. Et ce décret-là de 1998 mentionnait clairement que la taxe formation est calculée comme
le versement forfaitaire, donc sur la même assiette de calcul. Donc pour moi, à mon avis, le salaire imposable est l'assiette de calcul de la taxe de formation et d'apprentissage. On ne peut pas étendre ça à la masse salariale parce que légalement, on n'a aucune définition légale de la masse salariale. Elle n'existe pas. Donc chacun va définir sa masse salariale comme il veut. On pourra avoir quelqu'un qui la définit sous forme de compte 63 si on parle d'un comptable, mais le RH pourra étendre cette définition à plein d'autres chapitres, notamment est-ce qu'on inclut par exemple les cotisations CNAS ou pas, est-ce qu'on inclut autre chose sur l'assiette ou pas. Donc pour moi, c'est assez tranché, c'est le salaire soumis à impôt. Parfait, merci beaucoup. Dernière question, nous arrivons à la fin de notre émission. À l'ère de la digitalisation, on revient un peu sur les registres et les livres légaux, notamment le livre de paye. Est-ce que le responsable RH doit remplir le livre de paye d'une manière manuelle et au stylo, devrais-je dire, sur les cases, ou est-ce qu'il suffit simplement d'imprimer l'état et de l'agrafer? En cas de contrôle de l'inspection du travail, quelle est... Je reviens à l'orthodoxie, puisque c'est un registre qui est cacheté au niveau du tribunal. Donc le cachet et l'écriture de la personne doivent être sur la même page. Il ne doit pas être, on va dire, séparé. Donc, juridiquement parlant, on doit retranscrire au stylo. Est-ce qu'on doit retranscrire tous les éléments de salaire? La loi est claire? Oui. Est-ce qu'on doit mentionner les noms des personnes? Là, il y a la tolérance, c'est clair, qu'on peut avoir uniquement un récapitulatif. En général, on dit le journal de paye. Donc, on mentionne les éléments de salaire, les bruts, les retenues et le net, l'ensemble de ce qui peut graver le net. Exemple, si on a des avances, des retenues prêts et autres. Donc, on doit les retranscrire à la main. Ça, c'est la loi. Est-ce qu'il y a des tolérances? Oui, bien sûr, il y a des tolérances. Les inspecteurs travaillent, même s'ils relèvent assez souvent cette infraction entre parenthèses, ils la redressent très rarement parce qu'ils savent clairement qu'on a les moyens technologiques. Donc, on imprime en général le journal de paie ou le récapitulatif de paie, on le grave sur le papier, il y a cette tolérance. Est-ce que les contrôleurs CNAS font la remarque? Généralement, non. Donc, il y a une pratique assez consacrée d'imprimer le document et de le mettre, soit la graver, soit le coller sur le registre. Mais je conseille clairement de le retranscrire à la main parce qu'on n'a pas des centaines de milliers quand même d'éléments de salaire. Quelquefois, c'est une vingtaine de rubriques à tout casser. Voilà. Donc, reprendre les montants de chaque rubrique, le montant global, sans pour autant rentrer dans le détail par salarié. Voilà. Merci beaucoup, M. Abdelhak Zaïm. Merci pour la richesse de toutes ces informations. Merci de nous avoir éclairé, d'avoir éclairé les adhérents de la CCI algéro-française. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain numéro.